qu'on soit ensemble ce soir. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient énormément à cœur, la désinformation, les bulles de filtre, les réseaux sociaux. Je suis entouré de personnes que j'affectionne aussi particulièrement et que je vous présente dans un instant. C'est pas une conférence, c'est une table ronde, donc l'idée aussi c'est de ménager du temps pour échanger avec vous, répondre à vos questions, autant que faire se peut en tout cas. Donc avant de vous présenter mes camarades de cette fin d'après-midi, je voudrais d'abord devant vous tenir un petit propos introductif, pas forcément très très sérieux. Ceux qui me connaissent savent que surtout en fin de journée, j'aime bien être un peu détendu. Je vais donc vous raconter une anecdote très personnelle qui est qu'un jour, je serai professeur en histoire du droit du numérique. Aujourd'hui, je suis juriste en droit du numérique, j'ai mis un master en droit du numérique, mais non, un jour, mon rêve ultime, ce serait d'être historien du droit du numérique. Or, l'histoire contemporaine, rassurez-vous, mais ça va vite, ça va tellement vite. Quand on y repense, projetons-nous quelques années en arrière, pas très loin, juste en 2011. J'aime bien l'année 2011. D'abord, c'est l'année où je suis arrivé ici, qui me tient à cœur. Et puis 2011, c'est une année particulièrement riche à de nombreux égards. C'est une année où on commence à découvrir les réseaux sociaux. Alors, Facebook est arrivé quelques années plus tôt en France, mais à l'époque, globalement, on va dire qu'on a à peu près un Français sur deux qui a un compte. Voilà, c'est une année comme ça où on découvre cette merveille que sont les réseaux sociaux. Et c'est une année où on découvre aussi, quand on lit la doctrine, le phénomène des bulles de filtre. Les bulles de filtre, parce que Elie Pariser, en 2011, publie aux États-Unis un ouvrage qui s'appelle Les bulles de filtre, ce qu'Internet nous cache. Et j'avais trouvé ça à l'époque extraordinairement intéressant. Pour être très honnête avec vous, j'avais surtout regardé le TEDx d'Elie Pariser et j'avais trouvé génial, j'ai lu le livre après. Mais fondamentalement, cette théorie des bulles de filtre m'a immédiatement frappé, j'ai trouvé ça saisissant, parce qu'au moment où les réseaux sociaux se développaient, eh bien, on voyait apparaître finalement le côté obscur de ces réseaux sociaux. À l'époque, on pensait encore, beaucoup de gens pensaient encore qu'Internet était cet objet qui allait nous libérer finalement, décentraliser, que tout le monde allait pouvoir avoir accès à la science, à l'information, ce monde rêvé, ce grand village planétaire. Non, en fait, tout ça finalement allait rapidement disparaître sous les assauts de ces fameuses bulles de filtre. Qu'explique Elie Pariser en 2011, et c'est formidablement d'actualité. Elie Pariser dit en synthèse que nous vivons dans des bulles algorithmiques, nous avons accès à certains contenus qui sont sélectionnés pour nous. D'ailleurs, Google, pendant longtemps, dans ses conditions générales, a écrit « Nous traitons vos données pour vous montrer des contenus susceptibles de vous plaire ». Et effectivement, tout ce qui n'est pas dans notre bulle, et c'est ça qui est intéressant quand on lit Pariser, tout ce qui n'est pas dans la bulle, eh bien ça devient beaucoup plus difficile d'accès, forcément. C'est quelque chose qui va être gardé par des gardiens algorithmiques. Et donc, effectivement, les personnes vont avoir l'illusion d'accéder à la connaissance, au savoir, alors qu'en réalité, évidemment, ils n'ont accès qu'à une partie de ces connaissances, de ce savoir, de cette réalité. Ils vivent finalement à partir de là dans une forme de vérité alternative générée par les algorithmes. 2011, c'est vraiment une année intéressante. Depuis 15 années se sont écoulées, presque 14. Beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu l'affaire Snowden en 2013, il y a eu le Brexit, l'élection de Trump en 2016, Cambridge Analytica, 2018, on sait que voilà, Facebook a joué un rôle quand même, alors déterminant ou pas, mais dans notamment l'élection de Donald Trump. Et les auditions aux États-Unis, suite à l'affaire Cambridge Analytica, on se souvient, vous vous souvenez peut-être de ces images, notamment de Mark Zuckerberg défait devant le Congrès. Enfin voilà, c'est des images qui sont marquantes et on voit que tout ça aurait pu nous alerter. 2021, on a l'assaut sur le Capitole, on a ensuite évidemment d'autres phénomènes qui vont croître, on a TikTok qui prend de plus en plus d'importance, TikTok Lite qui va être banni en 2024, dans l'intervalle on a Musk qui rachète Twitter, avec toutes les conséquences qu'on sait, on va s'attarder un petit peu là-dessus ce soir évidemment. Et puis on a l'élection, la réélection de Trump, et puis on a cette image qui est quand même assez marquante et qu'on a, je crois, dans nos esprits, c'est cette forme de quasi-allégeance des géants du numérique, tous unis derrière Donald Trump, la grande photo de famille, effectivement. C'est d'ailleurs très intéressant, parce que si on prend un personnage comme Zuckerberg, on voit bien qu'il avait parié sur le mauvais cheval, mais qu'il est revenu très très vite derrière Trump, parce que business is business, et qu'évidemment derrière il y a des actionnaires à qui il faut rendre des comptes.
En décembre 2024, fait assez unique, remarquable, eh bien, on a les élections en Roumanie qui sont entachées d'irrégularités suite à cette manipulation algorithmique, encore une fois, TikTok accusé d'avoir favorisé un candidat d'extrême droite, annulation par la Cour constitutionnelle, on en parlera aussi évidemment. Nos démocraties sont en danger. Face à tout cela, eh bien, on a des réactions juridiques. Je suis juriste, et évidemment, ces réactions juridiques, elles sont fortes. L'Union européenne s'est dotée d'un arsenal ces 14 dernières années. Alors évidemment, en protection des données personnelles, on a le RGPD en 2016, on a plus récemment le Digital Services Act, le Digital Market Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, etc., avec des sanctions qui peuvent être parfois très très lourdes, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial pour le DMA. Donc tout ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Depuis 2011, les choses ont donc bougé, changé. Pour l'anecdote, en 2011, quand je fais mon premier cours ici, j'interroge mes étudiants de master, en master droit du numérique, a priori des étudiants spécialisés dans le domaine, et je leur demande quel est le statut juridique de Facebook. Et un tiers de mes étudiants lèvent la main en me disant « Facebook est une association à but non lucratif ». Vous croyez ça? C'est fou, ça m'a marqué à jamais. Alors évidemment, aujourd'hui, si on pose la question, plus personne ne répondrait ça. Évidemment, évidemment. Les choses ont changé, je vous l'ai dit. Et pourtant, jamais on n'a passé autant de temps sur les réseaux sociaux. Jamais on n'a passé autant de temps. Alors selon les études, d'ailleurs peut-être que Julien sur ce point-là pourra nous éclairer, ou Céleste, parce qu'il y a des études qui vont dans tous les sens, c'est parfois 1h47 par jour, 2h, 2h30, je ne sais pas exactement, ça dépend probablement de ce qu'on appelle médias sociaux en réalité, notamment est-ce qu'on met YouTube là-dedans, mais bon, toujours est-il qu'effectivement on est sur des volumes très importants évidemment, on parle de 3 à 5 heures par jour pour les 16 à 25 ans, je ne sais pas où est la réalité, mais quelque part là-dedans. On a évidemment TikTok qui est formidablement puissant par son algorithme très addictif, par l'effet flash. Vous savez, c'est comme pour le crack, quoi. C'est très puissant, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc vous êtes beaucoup plus accro. C'est exactement la même chose pour les réseaux sociaux. Bref, oui, les choses ont changé, mais pas forcément mieux. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est important d'essayer d'y réfléchir. Désinformation, bulle de filtre, faut-il quitter les réseaux/médias sociaux? Et on va en parler avec mes compagnons de jeu de cette fin d'après-midi, que je remercie infiniment d'avoir accepté de participer, sous des angles formidablement complémentaires. Je vous présente d'abord Céleste Bonamy, qui est maîtresse de conférences, chercheuse en sciences politiques, travaille à Sciences Po Lille, elle enseigne le fonctionnement des institutions européennes et dynamique du capitalisme numérique, et elle est l'autrice d'une thèse avec la culture contre Internet. L'Union européenne comme régulateur du marché unique numérique, je pense qu'il faut quand même compléter, parce que sinon effectivement ce serait très incomplet comme présentation, l'exemple du droit d'auteur. Julien Boyajian, qui est maître de conférences également en sciences politiques à Sciences Po Lille aussi. Ses travaux portent sur les rapports à l'information, la participation politique en ligne et une nouvelle méthode d'analyse des données numériques en sciences sociales. J'ai recopié ça d'Internet, ça va, c'est exact, c'est parfait. Et tu as fait une formidable thèse sur analyser les opinions politiques sur Internet, enjeux théoriques et défis méthodologiques. C'est vrai que j'ai fait cette thèse. Toujours. Et enfin, je vous présente Noémie Véron, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Lille, qui travaille principalement sur les droits et libertés fondamentaux, la vie privée, la protection des données personnelles, le renseignement et la sécurité nationale, qui a rédigé aussi une thèse formidable sur la protection des données personnelles et le renseignement. Voilà, pour l'instant, grâce à Internet, j'ai pas dit trop de bêtises, j'espère. Et puis on a un point commun, c'est qu'on est ensemble, membres d'un axe au sein de notre laboratoire, le CERAP, sur le numérique, pas l'oublier. Et donc, c'est aussi une manière de faire vivre cet axe que d'organiser ce type d'événements. Et on essaie d'en faire plus à l'avenir, c'est chouette. Voilà. J'ai déjà beaucoup trop parlé, donc il est temps pour moi de céder la parole. J'ai essayé d'organiser un dialogue. On va animer ça comme on a envie de l'animer. Il y a un deuxième micro qui est disponible là, on peut aussi se passer celui-là. Peut-être ma première remarque/question pour toi, Julien. Je parlais de bulle de filtre tout à l'heure, mais je l'ai fait de manière extrêmement superficielle finalement. Est-ce que tu as envie d'approfondir un petit peu sur l'enjeu des bulles de filtre et de la démocratie? Parce que fondamentalement, effectivement, je pense que c'est un enjeu majeur. On le voit avec la réélection de Trump, on le voit en Roumanie, on le voit un peu partout, en
pense aussi évidemment. Est-ce que tu as envie d'approfondir un petit peu sur ce sujet-là, bulle de filtre et démocratie, puis tout le monde pourra agir. Ok, et bien allons-y. Bonjour à tous et à toutes, et merci Marcel pour cette table ronde qui est effectivement intéressante. Ça nous donne l'occasion aussi de dialoguer entre collègues spécialistes du numérique, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Donc c'est déjà intéressant pour nous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est déjà pas mal. Alors, les bulles de filtre, tu l'as rappelé, c'est une notion qu'on doit à un essayiste américain, Eddie Pariser, alors qui est une notion, mais pas vraiment un concept scientifique, et qui désigne en fait l'idée que sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les contenus qui nous sont proposés sont générés organisés par des algorithmes qui vont nous donner des contenus que l'algorithme estime en accord avec nos intérêts. Donc, par les données de navigation, par les caractéristiques personnelles des utilisateurs, il y a des profils types qui sont établis et l'algorithme expose l'utilisateur à des contenus de tout type qui sont censés être en accord avec ses centres d'intérêt. Et l'idée de bulle de filtre, ça serait cette idée que sur les réseaux, l'internaute se trouverait en fait enfermé dans une bulle informationnelle en vase clos avec des informations homogènes qui va dans son sens. Et cette idée complémentaire qu'on ne verrait plus des opinions contradictoires, différentes, et le risque, ça serait de s'enfermer dans un vase clos idéologique et de ne plus être confronté à des opinions différentes, contradictoires. Quand on prend un peu de recul, ce phénomène de bulle de filtre, il n'est pas si nouveau que ça. Parce que la sociologie de la communication et des médias avait en fait dès les années 40, dès les années 40, montré un phénomène qu'on appelle l'exposition sélective. C'est pas moi non plus. Donc oui, en fait, la science politique avait montré dès les années 40 le phénomène d'exposition sélective, en fait, qui veut que les citoyens s'exposent à des informations qui ont plutôt tendance à confirmer leur opinion préexistante. Donc à l'époque, c'était avec la presse écrite et la radio, et les enquêtes, notamment de l'école de Columbia, montraient que les démocrates allaient plutôt naturellement s'orienter vers une information qui cadre avec leurs opinions, tandis que les républicains s'orientaient plus vers d'autres types de médias plus proches de leurs convictions idéologiques, sans qu'il y ait besoin d'algorithmes. C'est ce phénomène d'exposition sélective qui a été en plus depuis complété par d'autres phénomènes comme la perception sélective, cette idée que quand on expose deux citoyens à une même information, selon l'orientation politique des individus, ils ne percevront pas la même information, ils ne retiendront pas la même information à partir d'un même reportage ou d'un même article. Donc quelque part, ça vient aussi un petit peu nuancer, relativiser la nouveauté du phénomène de bulle de filtre. Ce principe d'exposition sélective à l'information, en fait, il existe depuis très longtemps. Ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on fait de la sociologie de la réception de l'information, c'est que les individus ne sont pas des êtres vierges, passifs, facilement manipulables. Quand on s'expose à de la désinformation en ligne, on n'est pas vierge de représentation, d'idéologie, d'opinion politique. On a toute une socialisation derrière nous, on a des valeurs, on a des croyances, on a des opinions plus ou moins constituées. Et c'est avec tout ce bagage culturel là et social là qu'on s'expose à l'information. Ce qui est une forme aussi, ce qui est un moyen aussi de relativiser les craintes qu'on peut avoir par rapport à ces bulles de filtre. Mes étudiants, justement pour illustrer ça, je prends l'exemple d'imaginer quelqu'un qui s'estime profondément de gauche, qui a grandi dans une famille avec des valeurs de tolérance vis-à-vis de l'immigration, etc. Le jour où il se trouvera confronté sur Twitter à des articles qui dénoncent l'immigration, il va prendre ça avec du recul, avec un recul critique, parce qu'il mettra à distance l'information, justement parce qu'il a tout ce bagage politique et culturel derrière lui. Et puis une autre manière de relativiser aussi l'effet bulles de filtre, c'est d'avoir en tête que la grande majorité des citoyens s'informent par plusieurs voies, par plusieurs modalités d'accès à l'information,
Les citoyens qui s'informent que par les réseaux sociaux, exclusivement sur les réseaux sociaux, sont ultra minoritaires. En fait, c'est moins de 3%, d'après les enquêtes, de la population qui s'informe que sur Twitter ou que sur Facebook. Pour la majorité des citoyens, c'est en fait une diversité de modalités d'accès à l'information qui existent. La télévision, la radio, la presse numérique, aussi les conversations interpersonnelles qui sont aussi un facteur d'information, peut-être même le premier, et qui jouent. Donc voilà, c'est peut-être deux moyens de prendre un peu de recul sur ce phénomène et sur les effets redoutés des bulles de filtre. C'est de montrer que, d'une part, c'est pas complètement nouveau, que ça a toujours existé, parce qu'il y a ce phénomène d'exposition sélective à l'information, et d'autre part, les citoyens ne s'informent pas que sur les réseaux sociaux, mais par une diversité de canaux. Vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Non, juste peut-être pour rebondir, c'est vrai qu'enseignant le droit des médias, par exemple, le pluralisme, on sait que c'est une conquête de longue haleine législative. On a été imposé le pluralisme, il ne s'est pas fait naturellement dans les médias. Pluralisme interne pour certains médias, pluralisme externe pour d'autres médias. Fondamentalement externe, c'est par exemple la presse. Voilà, il y a de la presse de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, mais vous avez le choix, c'est ça le pluralisme tel qu'on l'a construit. Et ça, c'est pas naturel. C'est quelque chose qui a été poussé par le législateur avec beaucoup de subtilité et parfois des choses comme des aides à la presse, etc. Pour d'autres médias, c'est le pluralisme interne. C'est notamment le cas évidemment à la télévision, même si on sait qu'en ce moment, ce pluralisme interne, et c'est justement un débat d'actualité, est de plus en plus effectivement critiqué et parfois mis à mal. Toujours est-il que là, les bulles de filtre, c'est la négation du pluralisme pur et simple, effectivement, puisqu'on baigne dans une forme d'eau tiède, c'est-à-dire de contenu susceptible de nous plaire, comme dirait l'autre. Et ça, effectivement, c'est formidablement dangereux potentiellement pour la démocratie. Donc c'est bien ce que tu nous racontes finalement, que les gens n'aient pas que ça comme information, et tu parles de 3% effectivement de personnes qui ne s'informent que via les réseaux sociaux, je regarde tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça montre que peut-être la bataille n'est pas complètement perdue. C'est d'autant plus important que les géants du numérique, comme on les appelle, alors autrefois on disait souvent les GAFA, et puis on a rajouté le N de Microsoft, puis c'est devenu GAFA, mais puis I pour IBM, GAFAMI. Bon, maintenant on dit les géants du numérique, c'est plus simple, parce qu'il y a TikTok, etc. Bref, les géants du numérique sont très puissants par leurs algorithmes. On sait notamment évidemment l'influence, par exemple, de l'algorithme de X sur l'élection américaine. C'est difficile à quantifier, mais je pense qu'il y a une réalité. Alors, est-ce que ça a fait gagner Trump? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais la réalité est quand même que ces algorithmes ont un poids. Et ça, évidemment, en tant que publiciste comme Noémie, ça nous interroge parce qu'on sait que la puissance publique est potentiellement en danger face à cette grande puissance des géants du numérique. Alors, je me tourne vers toi, Céleste. Comment se manifeste ce rapport de force, finalement, entre puissance publique d'un côté, plateforme privée de l'autre? Où est vraiment le pouvoir? Parce qu'en tant que juriste, on a une petite idée, mais et quel est ton point de vue sur ce sujet? Alors déjà, ça dépend de quelle puissance publique on parle. Si déjà on se place du côté des États-Unis, par exemple, il y a eu une évolution dans ce rapport, mais si on prend les États-Unis, les entreprises dont on parle sont des entreprises états-uniennes. Donc il y a un enjeu aussi économique, tout simplement, de rapport entre cette puissance publique états-unienne et ces entreprises, parce que oui, il y a des questions de régulation, mais il y a aussi des questions en fait, on a des entreprises qui rapportent énormément, est-ce qu'elles rapportent énormément d'argent? C'est une autre question. On n'a pas d'économistes, c'est dommage, mais parce que c'est aussi une autre question. Mais en tout cas, qui pèsent énormément dans l'économie états-unienne. Donc il y a ça qui rentre en jeu. Et si on se place du côté du reste du monde, qui en fait est un marché où c'est plutôt les consommateurs pour ces entreprises, là l'enjeu de régulation il est un peu différent et les rapports entre puissance publique, puissance privée sont assez différents. Et il y a plein de débats en sciences politiques et de politistes qui se posent cette question de est-ce qu'aujourd'hui ces entreprises sont aussi puissantes que des États? Alors il y a plein de comparaisons de dire que finalement une entreprise comme Google est aussi puissante qu'un État moyen si on prend juste en poids en termes le market cap et le PIB quoi, par exemple. Après, il y a une question qui est que c'est pas les mêmes types de pouvoir, c'est pas les mêmes formes de pouvoir, et il y a aussi une question de volonté politique en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je prenais l'exemple des États-Unis. Si on prend, tu en as parlé, l'Union européenne, qui a
Bon, malheureusement, je ne sais pas si cet effort va continuer, mais il y a eu de la part de l'Union européenne, de la puissance publique européenne, une volonté un peu de pousser vers plus de régulation de ces entreprises. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder les rapports de force par rapport à cette régulation. Donc, qu'est-ce que font les entreprises, ces entreprises notamment américaines. Alors, je parle des entreprises américaines parce que c'est celles qu'on connaît le mieux, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres. Tu as parlé de TikTok. TikTok, c'est une entreprise chinoise, c'est encore une autre question. Moi, je connais moins bien ces cas-là, donc je ne vais pas les aborder. Mais si on parle si on regarde les stratégies développées par ces entreprises privées par rapport à la régulation, il y a eu une évolution. Le premier rapport, c'était on ne veut pas de régulation. C'était le discours de la majorité de ces entreprises, c'était l'État loin de nous. Et leur discours par rapport aux tentatives, et il y en a eu aux États-Unis, au Canada aussi, de proposer des régulations, c'est de dire vous inquiétez pas, on va s'autoréguler. On a nos règles, on va définir nos propres règles et tout va bien se passer. Bon, au début, première position, c'était de dire ok, et y compris au niveau européen, hein, si on prend le début des années 2000, on était vraiment dans la promotion plutôt de l'autorégulation et le législateur européen proposait plutôt des suggestions, on va dire, de ce qui serait bien, des guidelines, des principes qu'il faudrait suivre, mais libre aux entreprises ensuite de suivre ces principes ou pas. Ça a un petit peu changé au tournant des années 2010, notamment parce que ces entreprises sont devenues de plus en plus puissantes et on s'est rendu compte de l'impact que pouvaient avoir les produits qui sont proposés par ces entreprises. Et là, je parle de manière très générale, je ne parle pas que des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont devenus, et tu l'as mentionné avec les élections aux États-Unis, on voit qu'il y a des effets sociaux, politiques, économiques énormes en fait de ces produits. Et donc il y a eu un petit peu un changement, il y a eu du côté en tout cas européen, l'idée de dire non ça va pas, en fait il faut essayer de réguler plus. Et les entreprises en face ont déployé énormément de moyens pour faire du lobbying auprès de la puissance publique. Alors le lobbying qui existe au niveau états-unien, qui est venu un peu plus sur le tard au niveau européen. Hein. Par exemple, Facebook a ouvert ses premiers bureaux à Bruxelles. Si je ne me trompe pas, il me semble que ça doit être 2012, mais information à revérifier. Oui, c'est avec la négociation du RGPD en fait. Voilà, en fait c'est vraiment ça qui fait que les entreprises américaines se disent il se passe quelque chose à Bruxelles et a priori ça va pas dans notre sens. Et la tactique au début c'était de persuader les puissances publiques, les États, de dire continuez à nous faire confiance, autorégulation. Aujourd'hui ça a un petit peu changé et on va plus vers une tactique qui est d'aller vers la co-régulation. C'est-à-dire que ces entreprises, pour beaucoup, proposent des règles et vont faire en sorte que la puissance publique suive ces règles. C'est un peu ce qui a été tenté de faire avec le DSA, par exemple, donc le Digital Services Act, sur les règles de modération. Il y avait un peu un concours entre les différents réseaux sociaux de qui ferait les meilleures règles et qui réussirait à imposer son style, entre guillemets, à la puissance publique. Donc on est vraiment sur un jeu, un rapport de force, mais je pense que ce serait une erreur de considérer que aujourd'hui la puissance privée et la puissance publique se valent en termes de puissance. Encore une fois, on ne parle pas de la même chose. Et en fait, ce qui peut changer les choses, c'est la volonté politique de dire non, enfin, de légiférer, de proposer des lois, de proposer des règles. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il peut y avoir un rapport plus favorable à la puissance publique, mais encore une fois, ça dépend de plein de facteurs aussi politiques, d'orientation politique, et je dois dire que je suis pour l'instant assez pessimiste sur l'avenir. Oui, parce qu'en plus, des entreprises comme Google, par exemple, de longue date, ont un dessin politique affiché. Enfin, quand on lit, par exemple, Jared Cohen et Eric Schmidt dans le texte, dès le début des années 2010, effectivement, ils consacrent, par exemple, un chapitre entier de leur ouvrage à la manière dont ils veulent reconstruire les États, littéralement. Donc, c'est aussi une vision
qui est un projet de société, qui est un projet politique en réalité. On parlait de bulles de filtre, on parlait aussi d'influence sur les élections. Tout ça, ça nous amène à une thématique qui, sans être directement la même que celle des bulles de filtre et celle de la désinformation, plus précisément, de ce qui peut parfois même aboutir à une forme de guerre hybride aujourd'hui, de plus en plus, l'influence, l'impact des médias sociaux sur les processus électoraux. J'évoquais en guise d'introduction la Roumanie, par exemple. Alors, je me tourne vers toi, Noémie. Aujourd'hui, finalement, quelles sont ces formes d'influence, d'impact des médias sociaux sur les processus? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'exemple roumain? Parce qu'il est quand même assez sidérant, en réalité. Ouais, effectivement. Alors, ce qu'on peut dire de cette influence, c'est qu'en réalité, les médias sociaux et la démocratie, ça entretient des liens extrêmement complexes. Extrêmement complexes parce que d'un côté, les médias sociaux ont été essentiels à la transformation de l'opinion publique. Grâce aux médias sociaux, on a une émancipation informationnelle, on a des garanties d'un meilleur esprit critique, d'un meilleur accès à l'information, d'organisation de contestation aussi. Et là, les événements de ce week-end en Turquie sont l'exemple le plus récent, mais il y en a bien d'autres. Pour autant, les médias sociaux sont aussi le lieu du cyberespionnage, de la désinformation, de la propagande massive, en revenant exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure, soit en montrant, soit en dissimulant certaines informations de manière tout à fait stratégique, ce qui peut en réalité fausser la liberté d'information et la liberté d'expression. Surtout, on se rend compte que les médias sociaux influencent l'intégralité du processus électoral, que ce soit au moment de la désignation des candidats, par exemple sur le recueil des parrainages. Si vous vous souvenez, chaque élection présidentielle, où les candidats, en tout cas ceux qui tentent d'être candidats, pleuraient sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux de manière générale, parce qu'ils ne recueilleront pas les parrainages requis. On a l'information évidemment des électeurs, l'information libre et éclairée des électeurs, la question évidemment du financement des campagnes, et je vais y revenir sur l'exemple roumain parce que c'est tout à fait édifiant en réalité ce qui s'est passé en Roumanie en novembre 2024, et évidemment l'influence des médias sur le décompte des voix, l'établissement des résultats, voire le règlement des litiges, et nous en prendrons pour acte peut-être ce qui se passe aujourd'hui et ce merveilleux hashtag lancé par Viktor Orban, je suis Marine. Moi je ne me suis toujours pas remise, donc je partage on est là pour ça, l'exorcisation du processus. Les médias sociaux, en réalité, on peut le voir, deux influences massives, à la fois sur les questions de propagande et de désinformation et sur le contenu des messages de campagne, et au-delà des fausses informations, des bulles de filtre, on peut voir évidemment comment Twitter, TikTok et Meta ont mis en avant certains candidats plutôt que d'autres sur certaines thématiques réputées plus sensationnelles et donc plus porteuses d'engagement et donc plus rémunératrices pour les plateformes. Et également se pose la question des règles de financement et de la transparence, et notamment une question essentielle aujourd'hui, c'est comment les puissances étrangères interviennent dans les processus démocratiques nationaux, voire internationaux. Alors, l'enjeu actuel, c'est ce qui se passe évidemment avec l'IA génératrice et la possibilité aujourd'hui, de génération de contenu totalement sur la base d'IA, mais la publication et la republication massive de ces contenus, par ce qu'on qualifie en France par ce qu'on appelle des comptes inauthentiques, des bots, si vous préférez dans le langage courant, en tout cas dans le langage qui s'impose. C'est exactement ce qui s'est passé en Roumanie. Alors en Roumanie ont eu lieu, tenté d'avoir lieu, les élections présidentielles en novembre 2024. Au premier tour de ces élections arrive un candidat totalement inconnu du grand public, Călin Georgescu, qui obtient à peu près 23% des voix. À la suite de cette élection, vous avez plusieurs recours qui sont intentés par différents partis politiques pour remettre en cause les résultats, ce qui a donné lieu à 2 décisions de la Cour constitutionnelle roumaine. Première décision qui
estime qu'effectivement il y a un problème dans le recomptage des voix et dans l'établissement des suffrages, donc impose de recompter les voix. Le recomptage de voix a lieu et les résultats sont confirmés. Quelques jours plus tard, les services de renseignement décident de déclassifier certaines informations à la suite de suspicions d'ingérence étrangère et de manipulation de la plateforme TikTok. Et à la suite de cette déclassification, la Cour constitutionnelle roumaine va prendre une deuxième décision, la décision que l'on connaît, qui est celle de l'invalidation et de l'annulation intégrale du processus démocratique. La Cour constitutionnelle roumaine a annulé l'élection, en tout cas le premier tour de l'élection, parce que est reproché notamment à Călin Georgescu et à son équipe deux choses tout à fait différentes. La première chose qu'on lui reproche, c'est globalement la manipulation de l'algorithme TikTok pour promouvoir artificiellement du contenu qui lui est favorable. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Alors, première chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans les 2 semaines précédant l'élection en Roumanie, le nombre d'abonnés de Călin Georgescu a augmenté de façon phénoménale. On ne sait pas comment c'est passé. Il y a un nombre d'abonnés avec un certain nombre de comptes inauthentiques, en réalité, qui ont commencé à s'abonner au candidat. À cela s'est ajouté ce qu'on appelle une technique de l'astroturfing. Alors, l'astroturfing, c'est un nouveau nom barbare pour dire qu'on a utilisé des procédés techniques pour conférer de la visibilité à un sujet quelconque en faisant croire à un phénomène de masse. Alors globalement, très simplement, comment ils s'y sont pris, ils ont publié massivement des vidéos sur des sujets quelconques, mais dans ces vidéos, vous aviez des hashtags spécifiques qui renvoyaient à des mots-clés du programme de Călin Georgescu ou des commentaires qui faisaient référence à ce programme ou qui encensaient justement le candidat. Donc ça, c'était la première étape, et ces contenus ont été republiés en masse par notamment des comptes inauthentiques. Alors Viginum et les services de renseignement roumains font à peu près état de 27 000 comptes qui auraient pris part à cette situation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette technique, elle a été totalement utilisée pour justement contourner le mécanisme TikTok et la politique de confidentialité de TikTok, puisque TikTok a des règles pour empêcher ce qu'on appelle la publicité politique, c'est-à-dire que dès qu'un compte est affilié à un candidat, à un parti politique, à des proches de partis politiques, y compris par exemple des membres de cabinet, par exemple le chef d'un cabinet ministériel, a des restrictions. Il y a des restrictions sur TikTok pour ces comptes-là, et notamment, ils n'ont pas accès à tout ce qui est de la publication rémunérée pour faire de la publication politique. L'utilisation de l'astroturfing permettait de contourner cette première règle-là. Deuxième chose qui est reprochée à Călin Georgescu, c'est le recrutement d'influenceurs pour promouvoir indirectement et directement son profil. Et là, on voit bien qu'en fait, il y a eu deux utilisations des influenceurs différentes. La première qui est assez... le fait que l'équipe de Călin Georgescu a recruté des influenceurs, gros comme petits, pour, avec comme prétexte de sensibiliser les jeunes roumains à l'importance de voter. Et globalement, il était demandé à ces influenceurs-là de faire la promotion de leur candidat idéal en mettant en avant certains mots-clés. Globalement, en fait, ce que font tous les influenceurs quand on leur demande de promouvoir le dernier Air Fryer, le dernier Dyson, ça ne change pas. Le problème, c'est que l'utilisation de ces mots-clés activait les fonctions des bots qui venaient commenter en masse les vidéos pour les faire remonter dans l'algorithme avec des commentaires pro-Călin Georgescu. Ce qui faisait amplifier le phénomène de l'astroturfing et amplifier le mouvement d'adhésion massif qu'il pouvait sembler avoir pour Călin Georgescu. Autre élément et autre technique sur l'influx pour les influenceurs, c'est là que l'équipe de campagne a recruté directement des influenceurs pour faire la promotion du profil du candidat
Avec cette difficulté-là particulièrement, c'est qu'en réalité, l'équipe de campagne est passée par ce qu'on appelle des agences d'influence qui mettent en relation des personnes avec des influenceurs pour faire la promotion de contenu. Agences d'influence dont on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Aujourd'hui, il y a quand même des difficultés d'identifier d'où proviendraient ces agences et qui seraient peut-être les commanditaires véritables sur cette influence directe. TikTok a réagi en qualifiant ce qui s'était passé de guérilla politique de masse et en essayant de collaborer avec les services roumains, ce qui n'a pas empêché effectivement une enquête de la Commission européenne qui est enclenchée depuis décembre 2024 justement sur la manipulation de l'algorithme TikTok. Et en réalité, on fait deux reproches principales, non pas à Călin Georgescu, mais cette fois-ci à TikTok, puisqu'on va rechercher la responsabilité de TikTok pour des manquements au Digital Services Act, à la fois sur des manquements à l'obligation de lutte contre ce qu'on appelle les risques systémiques présents sur la plateforme, notamment les risques de fausses informations, de comptes inauthentiques. Et on reproche également à la plateforme TikTok l'insuffisance de sa législation en matière de publicité politique. Donc avoir la décision rendue par la Commission européenne, à titre peut-être un peu plus anecdotique, depuis 2024, c'est quand même la troisième enquête ouverte par la Commission européenne pour TikTok. Voilà. Donc on est quand même sur quelque chose de récurrent. Merci beaucoup. Et je souris parce que j'ai fait mes études avec une camarade qui est maintenant Head of Privacy chez TikTok pour l'Europe, et je me dis que c'est peut-être pas forcément le plus beau métier du monde. Si jamais elle regarde cette vidéo YouTube, je pense pour elle. Alors à t'écouter, Noémie, on a un peu froid dans le dos. On se dit qu'effectivement, on peut tous être victimes de désinformation. Ça m'amène à une question que je voudrais poser à Julien. Est-ce qu'il y a finalement une typologie des personnes qui s'informent sur les réseaux sociaux, sur Twitter X en particulier? Est-ce que certains sont particulièrement fragiles? Tu évoquais tout à l'heure des gens qui ne s'informent que via les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur cette typologie des utilisateurs des réseaux sociaux? Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première modalité d'accès à l'information en France, ça reste la télévision. Quand on interroge les Français sur leur canal d'information, ce qui reste en tête, et depuis longtemps, c'est la télévision, également la radio, la presse numérique, et évidemment les réseaux sociaux. Alors après, avec des différences très marquées selon les générations et selon les milieux sociaux. Si on s'intéresse aux moins de 35 ans, ce n'est pas la télévision effectivement qui arrive en tête, mais bien le numérique, et sur le numérique notamment les réseaux sociaux. Pour préparer la conférence, j'ai regardé donc l'audience par exemple de X en France en février des internautes français. C'est clairement pas le réseau social qui génère le plus d'audience en France. Par exemple, Facebook fait beaucoup plus d'audience. 90% des internautes se sont connectés au moins une fois à Facebook, parce que notamment les catégories les plus âgées de la population sont très présentes sur ce réseau social. Instagram, c'est 73%. Voilà. Twitter, c'est 28%. Ce qui est une manière déjà un peu de relativiser. Tu vas sur TikTok. Tu as dit, non, pas du tout, tu as dit âgé, ça me rappelle que j'ai créé à une époque un compte Facebook que j'ai ensuite liquidé. Et oui, j'ai eu un compte Facebook. Donc, c'est clairement pas le réseau social qui génère le plus d'audience. Et quand on interroge les citoyens sur est-ce que vous vous informez régulièrement sur Twitter, c'est 23% des sondés qui déclarent régulièrement s'informer sur Twitter. Donc c'est pas négligeable, c'est près d'un quart de la population internaute, mais c'est pas non plus le réseau social qui fait le plus d'audience. Alors après, qui s'informe sur les réseaux ou prioritairement sur les réseaux sociaux, c'est effectivement les catégories les plus jeunes de la population, et notamment les étudiants. À plus de 50%, les étudiants déclarent s'informer sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. Mais également les cadres et professionnels intellectuels supérieurs s'informent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais comme on le disait tout à l'heure, les réseaux sociaux ne sont une source exclusive d'information que pour une toute petite partie de la population. Entre 1 et 2% de la population ne s'informe que par les réseaux sociaux. Alors ensuite, qu'est-ce que ça veut dire s'informer sur les réseaux sociaux? Ça renvoie à des réalités et des pratiques en fait assez différentes selon, encore une fois,
les catégories d'âge, les catégories sociales. Certains vont s'informer sur les réseaux sociaux avec des sources qui sont en fait très proches de celles des médias traditionnels, où je vais regarder sur Twitter des informations qui proviennent du compte de l'AFP, du Monde, de Libération, de Mediapart, etc. D'autres vont être exposés à des tweets, à des informations qui viennent de sources différentes, alternatives, que ce soit des sources militantes ou des journalistes citoyens, des journalistes amateurs. D'autres peuvent être exposés, en plus de ces différentes sources, aussi à de la désinformation ou à des fake news. Après, peut-être juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les dangers de la désinformation. Déjà, tu l'as dit, c'est très compliqué de déterminer l'influence de la désinformation ou d'une communication électorale en particulier sur le vote. Parce que le vote, il est multifactoriel. Ce qui détermine le vote, c'est à la fois des facteurs contextuels, mais aussi des facteurs plus structurels, la sociologie, là où on a grandi, le milieu social où on vient, son genre, si on habite à la campagne ou en ville. Bref, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte pour comprendre le vote. Et donc, c'est difficile de raisonner toutes choses égales par ailleurs, comme aiment le faire les économistes, et de se dire, OK, si on met tout à plat et qu'on regarde juste la variable information et manière de s'informer, est-ce que ça joue sur le pourcentage de vote? C'est très dur à faire. Et en fait, toutes les enquêtes qui le font montrent que c'est soit très dur à démontrer, soit l'effet de la communication politique est marginal sur le vote. Alors ça ne veut pas dire que les réseaux sociaux n'ont aucune influence sur le vote, c'est pas ce que je dis, mais simplement il faut prendre un peu de la distance par rapport à ça, en ayant en tête que il suffit de réfléchir à soi-même. C'est toujours la question, est-ce que je suis moi-même influencé par ce que je vois sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce que je vois sur les réseaux sociaux va influencer mon vote? Moi non, les autres oui. Cet effet qui est bien connu dans les enquêtes déclaratives, mais qu'il faut encore une fois avoir en tête. Et il y a un article américain qui avait montré par exemple que ceux qui avaient le plus partagé des fake news en 2016 au moment de l'élection de Trump, c'était pas comme on pouvait le penser des individus jeunes, influençables, facilement manipulables, mais des personnes de plus de 65 ans et très proches des milieux militants républicains. Qu'il avait fait en fait, qui avait partagé et relayé cette fake news vis-à-vis de Hillary Clinton, à des fins militantes pour délégitimer l'adversaire. Et donc, contrairement à ce qu'on pouvait intuitionner, c'est pas forcément des individus peu politisés, pas très sûrs de leur opinion, venant de milieux populaires qui sont les plus sujets à la désinformation. Merci beaucoup. Alors, finalement, on n'a pas encore trop parlé des solutions, on les a un petit peu évoquées, notamment avec le DSA tout à l'heure, Céleste, la question de jusqu'où on doit pousser finalement aussi le contrôle de ces réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on est dans une logique effectivement de pousser une modération qu'on va forcer grâce notamment à l'obligation de rendre public des rapports de transparence qui sont parfois assez consternants, hein, quand on pense par exemple que X a 2 modérateurs en langue italienne. Bon, le X italien doit être super clean et personne ne doit jamais commettre le moindre écart. Je crois qu'il y a 52 modérateurs en langue française, pas que pour la France, mais pour le français sur X. Bon, ça fait quand même pas beaucoup pour, rien qu'en France, 13 millions d'utilisateurs. Jusqu'où pousser le contrôle? Alors, on peut peut-être revenir sur la question des élections en Roumanie, parce que c'est un vrai débat aujourd'hui. Faut-il finalement annuler ces élections? Est-ce que c'est pas contre-productif à certains égards? Est-ce que ça fait pas le jeu aussi des partis qui sont concernés, en l'occurrence? Si oui, dans quelles conditions peut-on annuler un tel processus électoral? Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Alors, la question, à mon sens, elle peut se découper en est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable, et si oui, comment? Est-ce que c'est possible? Oui, alors l'exemple roumain nous donne une illustration absolument récente, mais c'est pas la Cour constitutionnelle roumaine n'est pas la seule à avoir déjà annulé des processus électoraux. Par exemple, en Autriche, en 2016, le second tour de l'élection présidentielle a été annulé. Ça a été également le cas en Bulgarie en 2014, pour cette fois-ci des élections partielles au Parlement européen. Vous avez 5 recours qui ont été admis, vous avez 5 candidats dont l'élection a été annulée. Et alors un peu plus ancien maintenant, puisqu'en 2004, vous avez les élections présidentielles en Ukraine qui avaient été annulées en raison d'une fraude généralisée de la manipulation électorale. Alors à l'époque, évidemment, ce n'étaient pas les mêmes questions qui se posaient, et notamment les questions d'ingérence étrangère étaient beaucoup moins prégnantes.
La deuxième question est finalement de savoir est-ce que c'est souhaitable. Alors sachez que pour les organismes du Conseil de l'Europe, et notamment pour la Commission de Venise, qui est la Commission pour la démocratie et le droit, cette annulation n'est pas seulement souhaitable, elle est même indispensable dans le cas, et je précise bien, où des éléments et des manipulations auraient une influence sur le résultat. Alors ça relève de plusieurs rapports, de plusieurs conclusions de la Commission de Venise, avec cette précision toutefois qu'il ne faut pas oublier que recours juridictionnel et processus démocratique ne font absolument pas bon ménage, et d'autant plus que ces recours interviennent souvent après que le peuple se soit exprimé, et donc ça signifie très concrètement que le peuple annule que le juge annule l'expression du peuple au motif que l'élection aurait été contraire à certaines règles. Dans ces conditions, si c'est possible, cela ne doit pas se faire sans certaines garanties. Le Conseil de l'Europe, par le biais de la Commission de Venise, en envisage deux. La première, ce sont évidemment des garanties qui sont procédurales, l'existence d'un tribunal impartial et indépendant, le fait que la procédure doit évidemment être équitable et objective et permettre le débat contradictoire. Autre élément sur lequel insiste en réalité de manière assez importante la Commission de Venise, c'est le fait que les décisions des cours doivent être motivées. Elles doivent être motivées parce que, justement, on va revenir sur la volonté du peuple, le cas échéant évidemment, mais surtout que dans la plupart des cas, ça peut être des éléments classés secret de la défense nationale qui vont venir corroborer ou pas les manipulations. Et ça, l'exemple roumain est absolument capital, puisque c'est grâce à la déclassification d'éléments par les services de renseignement, déclassification qui a eu lieu dans les 4-5 jours suivant l'élection, donc dans un délai extrêmement court. Donc c'est grâce à la déclassification que la Cour constitutionnelle a pu prendre sa décision, et ces éléments sont cités d'ailleurs dans la décision de la Cour constitutionnelle, justement à titre de motivation. Alors si on fait le parallèle pour les juristes, s'il y a des juristes parmi vous avec les jurisprudences du Conseil constitutionnel, on a un petit peu peur de comment le Conseil constitutionnel pourrait motiver sa décision dans de telles circonstances, sans doute qui ferait peut-être un effort. Deuxième élément, et sur lequel je vais m'attarder peut-être un peu plus, c'est sur les garanties de fond. En effet, où là, il faut avoir conscience de l'impact et de l'importance de la décision d'une juridiction, que ce soit une juridiction constitutionnelle, une juridiction suprême, voire un tribunal spécial désigné pour les élections. Alors là, par exemple, je pense à la Norvège. La Norvège a voté un amendement constitutionnel en 2022 qui permet désormais au Parlement d'annuler un processus électoral en cas de manipulation massive, si cette manipulation massive a eu une influence sur le scrutin. Donc c'est bien le Parlement et pas la juridiction qui prend la décision, et la décision du Parlement doit être prise aux 2 tiers. Donc en fait, il y a pas mal de mécanismes différents en fonction des États qui fonctionnent. Le point sur lequel à peu près tous les États se retrouvent, c'est que les juridictions, en tout cas l'organe qui est chargé de s'assurer de la régularité du processus, s'ils constatent une irrégularité, doivent vérifier que les irrégularités ont exercé une influence certaine sur les résultats. En réalité, ce n'est pas seulement une influence certaine, c'est bien plus exigeant, puisqu'en fait, il faut que les irrégularités aient compromis de manière irrémédiable la sincérité du scrutin. Ça signifie que toutes les irrégularités ne peuvent pas et ne doivent pas justifier l'annulation d'un scrutin. 2 conditions pour la Commission de Venise doivent être remplies. La première, c'est la preuve évidente et établie qu'il y a eu malhonnêteté, injustice ou malversation. Et deuxième condition, que ces procédés malhonnêtes, ces malversations ont faussé les résultats.
C'est-à-dire se poser la question de, en l'absence de ces procédés de malversation, ces malhonnêtetés, est-ce que les résultats auraient été différents? Et c'est que dans l'hypothèse où les résultats auraient été différents que l'on peut envisager l'annulation du processus démocratique. Autrement dit, en fait, l'annulation du processus démocratique doit intervenir en dernier recours. C'est ce qu'on appelle chez les juristes l'ultima ratio. Ça n'intervient que quand il n'est pas possible de faire autrement. Et là, on songe notamment à la doctrine de la Cour constitutionnelle allemande qui estime que l'annulation d'une élection ne peut intervenir que si les erreurs sont si importantes que le maintien de l'attribution des sièges au Parlement, en l'occurrence, semble intolérable. Bon, on le voit effectivement, le droit n'a pas réponse à tout, une fois n'est pas coutume. Non, le droit a rarement réponse à tout. Et effectivement, il nous faut imaginer aussi, peut-être pour ouvrir et commencer à conclure, un autre monde. Est-ce que d'autres solutions sont possibles? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle de réseaux sociaux plus respectueux de l'intérêt public? Est-ce que des alternatives sont envisageables? Alors je me tourne vers toi, Céleste. Est-ce que tu vois un avenir radieux? Alors, se bouger un petit peu, je crois. Il y a beaucoup de penseurs, notamment de philosophes qui s'intéressent à des questions d'éthique et aussi de sociologues qui ont beaucoup travaillé sur la sociologie de ces mondes du numérique, qui réfléchissent à qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre modèle. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est des questions qu'on s'est beaucoup posées avec l'arrivée de ce cher Elon Musk à la tête de Twitter, qu'il a rebaptisé X, et c'est-à-dire aussi en tant que notre responsabilité en tant qu'utilisateur, utilisatrice, en tant que finalement citoyen, citoyenne, à être sur ces réseaux sociaux, ce que ça nous fait, ce que ça fait au monde dans lequel on vit. Et on a commencé à avoir un peu des phénomènes de migration vers d'autres plateformes qui sont présentées comme beaucoup plus éthiques ou qui fonctionnent de manière plus protectrice. Donc je pense les deux alternatives un petit peu équivalentes à X, ça va être Blue Sky et on a aussi Mastodonte. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'en fait il y a des questions aussi de modèle ouvert, modèle fermé, de comment ces plateformes fonctionnent qui sont extrêmement importantes. Donc ça c'est déjà un premier pas et peut-être le plus facile on va dire, c'est de question d'éducation en fait, d'éducation non seulement aux réseaux sociaux mais aussi à ces technologies, comment fonctionnent ces technologies pour comprendre en fait ce qu'on nous vend comme service et pour se les approprier. Donc ça sera un petit peu la première étape et ça permet déjà de faire des choix, alors pas totalement éclairés, mais un minimum sur ce qu'on fait en tant que citoyens qui ont envie d'utiliser les réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est quand même des outils super, enfin voilà, ça permet de communiquer, de rencontrer aussi des gens, des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément eu accès, des contenus auxquels on n'aurait pas forcément eu accès, donc il y a quand même du positif là-dedans. Donc ça c'est un peu la première chose. Et après il y a d'autres propositions qui existent. Donc, il y a une sociologue, philosophe qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle Le capitalisme de surveillance, qui propose, elle, de réfléchir à des formes de service public, finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des formes, alors, je cite elle, mais il y en a d'autres personnes qui réfléchissent là-dessus, sur, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une forme de réseau social public qui serait géré par l'État. Alors il y a d'autres personnes qui vont être plus gênées par cette solution parce que souvent on est un peu, et ça est lié aussi à l'histoire d'Internet, etc., mais de se dire, troquer une puissance publique, une puissance privée, enfin, des entreprises privées pour aller vers l'État, bon, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Et donc il y a une troisième voie un petit peu qui est celle de plus d'horizontalité et d'aller vers des expériences aussi collectives et en fait finalement des collectifs qui pourraient gérer des réseaux sociaux de manière plus horizontale, un peu sur le modèle de Wikipédia. Donc vraiment sur un mode très collaboratif, mais j'en reviens à cette question d'éducation, ça implique d'être un minimum formé, informé sur comment ça marche, comment faire fonctionner ce type de réseau. Et en fait, il y a plein d'expériences qui existent
et qui sont disponibles, mais c'est dans quelle mesure on laisse la main à ces réseaux sociaux qui sont gérés par des grosses entreprises qui, jusqu'à très récemment, on les pensait, on se mettait dans la facilité de les penser comme relativement neutres politiquement, et malheureusement, on a eu des exemples récents qui nous montrent que non, et c'est important de le rappeler, les technologies ne sont pas neutres, que ce soit les réseaux sociaux ou toute autre forme de technologie. Tu parlais d'alternatives, effectivement, et c'est vrai que la question, pour vous raconter en off un peu ce qui s'est passé aussi, c'est que l'Université de Lille, effectivement, s'est interrogée sur sa présence sur les réseaux sociaux et particulièrement sur X, la faculté, évidemment, aussi. Et la question se pose de migrer, effectivement, par exemple, vers Blue Sky. Je me tourne vers toi, Julien, pour une institution, comme par exemple la faculté, est-ce que ça a du sens, finalement, de migrer? Est-ce qu'abandonner, par exemple, X, c'est pertinent? Est-ce que c'est pas finalement abandonner aussi, d'une certaine manière, X à une forme de désinformation qu'on laisserait, voilà, en disant en gros, voilà, on vous laisse et puis nous on s'en va? Est-ce que c'est courageux de le faire? Est-ce qu'au contraire, il faut rester, il faut être sur Blue Sky, sur Mastodon et sur X? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui finalement? Parce que bon, moi, j'ai pas de réseaux sociaux à part LinkedIn, mais pour moi c'est simple, mais en termes de communication institutionnelle, pour notre service communication, par exemple. C'est une question que se posent beaucoup d'institutions en ce moment. Par exemple, à Sciences Po Lille, le conseil d'administration a décidé de suspendre la présence de Sciences Po Lille sur X. En fait, pourquoi être sur les réseaux sociaux quand on est une institution? Pour communiquer directement auprès de différents publics. Donc ça peut être là en l'occurrence des publics étudiants ou la communauté académique, les partenaires de l'université. Souvent, par exemple, pour les institutions, quand elles communiquent sur X, c'est pas seulement pour communiquer directement auprès de leur cible, c'est aussi pour se faire voir et entendre des journalistes pour que ce qui est dit sur les réseaux puisse être repris par les journalistes. En tout cas, en ce qui concerne les partis politiques, les institutions politiques, c'est vraiment le but premier. C'est pas tant communiquer auprès de son électorat que de se faire entendre auprès des journalistes pour que la parole puisse être amplifiée en étant relayée dans les médias traditionnels. Et pourquoi X? Pour des raisons, on va dire, l'architecture de la plateforme au départ, c'est que c'est un réseau qui ressemble plus à une agora publique que Facebook ou Instagram, qui ressemble plus à des réseaux sociaux un peu plus personnels, un peu plus privés. Mais là, depuis le rachat par Musk, effectivement, la question se pose. Alors certains cherchent à migrer sur des plateformes plus éthiques que tu citais, comme Blue Sky ou Mastodon. J'ai regardé les chiffres d'audience aussi, et Blue Sky, c'est 2% des Français qui s'y sont connectés le mois dernier, et Mastodon, 0%. 0, quelque chose. Moins de 1%, moins de 0,5%. Et si vous pensiez qu'il y avait un mouvement massif qui est en train de se faire vers Blue Sky, c'est peut-être que vous êtes prisonnier d'une bulle de filtre académique qui pense que ce qui se passe à l'université reflète le monde réel. En l'occurrence, pas du tout. En tout cas, pas encore. Si on en juge par les chiffres d'audience, c'est parce que tu disais que les technologies ne sont pas neutres, on peut dire aussi que le numérique, en fait, reflète l'état de la société. On est dans une société qui est de plus en plus soumise aux inégalités, avec des incertitudes politiques de plus en plus fortes, une crise des partis politiques, des tensions guerrières, une marche vers la guerre. Je sais pas, on était bien, hein. On rappelle quand même qu'on a réuni des gens qui sont là alors qu'il fait beau dehors. Non, mais je vais pas les faire fuir tout de suite. Le monde social réel est de plus en plus violent, conflictuel, inégalitaire. Le numérique n'est pas une bulle qui serait complètement isolée de ce qui se passe dans le monde réel. Et donc oui, on peut imaginer toutes les alternatives et éthiques qui seraient formidables d'un point de vue théorique. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que le numérique, en fait, prolonge quelque part le monde social réel. Et au départ, l'utopie d'Internet, c'était aussi d'avoir quelque chose qui n'a pas de centre, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de hiérarchie, ou une espèce de méritocratie technique généralisée où tout le monde peut contribuer au réseau avec des bonnes idées, avec ses compétences, sous le format un petit peu wiki. Mais on voit bien que depuis les années 90, cet idéal-là du web, il a complètement été
balayé par la logique capitaliste, la logique des grands groupes économiques qui ont fait du numérique un nouveau terrain de jeu, économique. Donc ça pour dire que c'est bien et c'est nécessaire de réfléchir à des alternatives, mais en n'oubliant pas que le numérique reflète ce qui se passe dans le monde réel et que peut-être que pour changer le numérique, il faut aussi changer ce qui se passe dans le monde réel. Oui, ce qui renvoie à nos propres usages personnels finalement, et puis on laisse chacun finalement libre de réfléchir à ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire de ses usages numériques d'une certaine façon, en étant conscient qu'on a là une drogue dure à certains égards, surtout vis-à-vis de certains réseaux comme TikTok.